Bonjour et bienvenue à l'épisode 5 de notre série sur la linguistique pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Cet épisode est consacré aux résultats pertinents de la linguistique de corpus, notamment à l'importance de la relation entre grammaire et lexique. Je vous présente brièvement la structure de cet épisode. D'abord, nous allons traiter des approches traditionnelles, puis des approches empiriques, donc des approches de la linguistique de corpus. Nous allons bien évidemment aussi citer quelques exemples qui nous aident à comprendre la relation entre ces deux aspects très importants de la langue. Nous allons voir vers la fin de cet épisode que la grammaire et le lexique sont finalement un phénomène, les deux facettes du même phénomène, donc inséparables. Et bien sûr, cela a aussi des répercussions sur l'apprentissage et l'enseignement des langues. Les approches traditionnelles au XXe siècle disaient le suivant: le lexique est stocké dans le dictionnaire mental, ou en anglais le mental lexicon, la grammaire qui serait également stockée sous forme de règles, et la combinaison de ces deux aspects produira des phrases correctes. Ici, nous voyons aussi, avec ces définitions, que le corps et le cœur de l'approche et de la construction de la langue est la grammaire. Donc, la grammaire définit et détermine la structure, donc syntaxe de la phrase, et les éléments lexicaux servent finalement à remplir certaines places dans la phrase pour que la phrase soit grammaticalement correcte. Donc, c'est une approche traditionnelle. Si nous nous arrêtons un instant, si vous lisez les 5 phrases suivantes, vous allez constater que les 5 sont grammaticalement complètement correctes. Mais sur une échelle de 1 à 5, vous pouvez aussi décider dans quelle mesure elle vous semble naturelle. Est-ce que vous pouvez facilement imaginer des situations dans lesquelles vous entendriez ou prononceriez ces phrases ou non? Si vous souhaitez réfléchir sur cette question, arrêtez la vidéo maintenant. Je continue donc avec l'analyse. Comment vas-tu? Comment iras-tu demain? Comment allais-tu hier? Je refuse un bon verre de vin. Je ne refuse pas un bon verre de vin. Bon, ces phrases, évidemment, se séparent en deux groupes. Dans le premier groupe, nous trouvons comment vas-tu, comment iras-tu demain, comment allais-tu hier, 3 phrases donc qui demandent si la personne, l'interlocuteur, va bien ou non. La différence entre les 3 phrases, c'est le temps du verbe. En ce qui concerne les phrases 4 et 5, la différence, c'est une des phrases est affirmative, l'autre contient donc une négation. Si on suit donc l'approche traditionnelle et nous disons qu'il faut qu'on produise des phrases grammaticalement correctes, ces 5 phrases remplissent ces conditions, et pourtant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les phrases 2, 3 et la dernière, 3, 2, 3 et 4 sont plutôt inhabituelles. Je refuse, j'ai regardé je refuse et je ne refuse pas dans un corpus français sur Sketch Engine, donc un grand corpus du langage français tiré de l'Internet. Je refuse, donc j'ai trouvé la structure je refuse 2 plus l'infinitif dominant avec les phrases affirmatives, et le je ne refuse pas plus un COD dominant également, mais pour la négative. Donc je ne refuse pas. Très intéressant aussi, donc la proportion je refuse se présente beaucoup plus souvent dans le corpus que je ne refuse pas. Je ne refuse pas un bon verre de vin, je ne refuse pas la sieste, etc. Donc je veux bien profiter de quelque chose de positif. L'exemple comment vas-tu, nous avons déjà évoqué le fait que pour cette question, seulement le présent a du sens. Il est, ou finalement même le passé, comment allais-tu hier, pourrait être imaginable, hein, comme je porte un intérêt au bien-être de l'interlocuteur dans le passé.
Par contre, en tant que phrase, pour remplir cette fonction, «Comment allais-tu hier?» est extrêmement inhabituel. Également extrêmement inhabituel est le futur, l'avenir. «Comment iras-tu demain?» Ce ne serait pas donc un début de conversation comme «Comment vas-tu?» qui est plutôt donc qui signale aussi un peu la volonté de discussion, la volonté de partage, alors que les autres ne servent pas cette fonction. Donc nous avons «Comment vas-tu?» avec une fonction qui est, déterminée par l'usage, par la conventionnalité. Un autre exemple, l'exemple de begin et start en anglais, c'est Biber et al. Qui font cette étude. Nous pouvons considérer begin et start comme 2 synonymes, les 2 voulant dire entamer quelque chose, commencer quelque chose. Par contre, les schémas grammaticaux sont différents et ces schémas émergent du corpus, donc émergent de la quantité d'une grande quantité de phrases qui contient ces 2 éléments ou un de ces 2 éléments et qui vont nous donner 2 patrons, différents. Donc begin, est très souvent utilisé avec un clause, donc une proposition qui commence par to et des structures transitives, alors que start a des structures plutôt intransitives. Probablement, si vous posez la question à un natif, le natif ne pourrait pas y répondre correctement. C'est quelque chose qui est plutôt du senti, sans ces outils de corpus. Et là, nous voyons aussi que le fait que ces expressions soient, quantifiables, observables, vraiment un très, très grand nombre, de ces phrases puissent être analysées, étudiées, dans le corpus peut nous mener vers, ce genre de résultats qui sont tout à fait pertinents, bien sûr, hein, quand nous enseignons ou apprenons une langue. Un autre exemple, l'exemple decline, qui veut dire 2 choses, notamment soit refuser quelque chose, soit être en baisse, hein, donc décliner. Les différents environnements textuels ont des différentes préférences grammaticales. Notamment, le participe passé declined, veut dire très, très souvent refuser, donc a refusé quelque chose. Le participe présent declining, veut plutôt dire étant en baisse, quelque chose est en baisse. Donc nous voyons aussi que dans les mots qui sont soit des mots synonymes comme begin et start, soit le même mot avec plusieurs, significations, pour l'usage, de ces mots, nous avons quand même certaines préférences grammaticales qui vont, aider à identifier l'usage non ambigu de ces mots. Les résultats donc d'analyse de corpus indiquent qu'il existe une forte interconnexion entre le lexique et la grammaire. D'où aussi le terme que certains utilisent, de lexicogrammaire. Ce qui veut dire que les associations entre les mots et structures grammaticales forment cet espace de lexicogrammaire. Les mots et les structures grammaticales ne sont donc pas considérés comme indépendants, mais plutôt interdépendants, l'un en relation avec l'autre. Si vous vous souvenez, de l'épisode précédent, nous avons étudié aussi les unités multilexicales comme, strong point, point fort, et nous avons vu qu'il y a certains éléments grammaticaux qui vont accompagner ces expressions de 2 composantes comme point fort, strong point. Ici, nous avons vu donc, comment allez-vous, comment iras-tu et comment allais-tu hier. Il y a 2 questions qui, même si elles sont grammaticalement correctes, elles sont probablement très peu utilisées parce que, cette phrase, finalement présuppose toujours que, l'action et la question, soient dirigées vers le présent et pas vers le passé ou vers l'avenir. Tout cela a évidemment des implications pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Notamment, nous savons aujourd'hui, nous supposons, mais c'est une hypothèse assez forte, que les informations lexicales et grammaticales sont stockées ensemble dans la mémoire des locuteurs natifs, retirées donc sous forme d'unités lexico-grammaticales
prête à l'emploi. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de respecter ou d'appliquer certaines règles grammaticales ensemble avec un certain nombre de mots, mais plutôt, de prendre des expressions, des unités lexicogrammaticales, donc les unités multilexicales avec une grammaire précise, qui sont prêtes à l'emploi, qui sont retirées, en tant qu'unité. Il faut aussi toujours présenter les phénomènes grammaticaux dans le cadre pédagogique, dans le contexte pédagogique, avec le vocabulaire typique en cours et aussi dans les matières matérielles pédagogiques. Donc, le vocabulaire peut être aussi et doit être présenté aussi quand c'est applicable avec cette grammaire typique. Nous sommes arrivés donc à notre résumé habituel à la fin de l'épisode. Encore une fois, je vous rappelle la définition de la lexicogrammaire. C'est donc des associations entre des mots et des structures grammaticales. Les mots et les structures grammaticales sont interdépendantes, l'un en relation avec l'autre. Les informations lexicales et grammaticales sont probablement stockées et retirées ensemble. Et pour nous, dans le contexte pédagogique, les phénomènes grammaticaux doivent être présentés avec le vocabulaire typique et le vocabulaire avec sa grammaire typique autant que possible, bien sûr. Dans l'épisode suivant, nous allons nous concentrer sur le langage interactionnel et sur le langage transactionnel. Ce sont peut-être deux expressions, deux termes que vous ne connaissez pas. Donc, vous avez maintenant l'occasion de découvrir ce qu'ils veulent dire. Pour finir, donc, la littérature recommandée comme d'habitude. Et si le langage interactionnel et transactionnel vous intéresse, je vous invite donc à passer à l'épisode 6, qui est l'épisode suivant.